Monsieur Lagalis, bonjour. Bonjour. Je suis ravi que vous ayez accepté l'invitation de J'aime la chasse. Donc, en quelques mots, vous êtes président de la Fédération départementale de chasse du Jura, mais vous êtes aussi président de l'association des ACCA de France. Je ne sais pas si c'est le nom qui convient et vous allez peut-être devoir me corriger. Oui, effectivement, l'Association nationale des fédérations de chasseurs a ACCA et AICA officiellement. Donc, vous voulez que je vous dise quoi? La situation aujourd'hui? Alors, non, ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde déjà un petit point de situation, savoir exactement, exactement, si possible, savoir ce que vous pouvez nous dire, parce qu'en tant que président de fédération départementale, vous avez peut-être des informations que nous n'avons pas. Nous pourrions peut-être commencer par faire un petit point de situation quant à la situation actuelle, qui est pour le moins floue, vague, confuse, et ensuite nous aborderions un autre sujet, et là, j'aimerais avoir l'avis du président des ACCA et des AICA de France. Donc, dans un premier temps, pourquoi ne pas faire un petit point de situation sur la situation dans le département du Jura? Bon, dans le Jura, comme partout en France, donc depuis le vendredi 30 octobre, la chasse est fermée et les gens sont confinés. On a eu évidemment à la fédération énormément d'appels de la part des chasseurs pour savoir ce qu'ils devaient et pouvaient faire. La réponse était très simple, hein. Le confinement s'applique à toutes les activités, y compris la chasse. Donc, vous devez rester à la maison. Dès le vendredi 30, j'ai écrit au préfet de mon département avec l'appui des agriculteurs et des forestiers. On a co-signé une lettre pour demander donc la reprise de la chasse. Axé principalement sur la chasse du sanglier et des cervidés, parce que d'après les informations qui nous venaient du niveau national, on a vite compris que c'était inutile de demander la chasse en totalité, ce qu'on a fait malgré tout, mais sans beaucoup d'espoir que cela arrive. Et très vite, donc, on s'est concentré sur grand gibier. La réactivité de l'administration a été grande, puisque dès le dimanche à midi, le préfet du Jura m'a téléphoné à ce sujet et tout de suite m'a dit que dans la semaine, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage aurait à se prononcer sur un arrêté d'ouverture de la chasse pendant la période de confinement qui prendrait en compte uniquement donc sangliers et cervidés. Il m'a dit également qu'il allait recevoir ou qu'il avait reçu, parce que le dimanche à midi, je ne sais pas si vous avez déjà vu, une circulaire du ministère, en particulier de la division de l'eau et de la biodiversité, afin de cadrer cette autorisation. Donc lundi matin, j'ai eu le directeur départemental des territoires qui m'a transmis cette circulaire du ministère. Et le mardi, le projet d'arrêté était prêt. Il est en consultation jusqu'à ce soir auprès des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. À cet instant, il n'y a pas eu d'opposition de marqué face à cet arrêté. Donc, je peux concevoir qu'il devrait être signé par le préfet en l'état pour être applicable dès la fin de la semaine. Très bien. Si je comprends bien, monsieur Lagalis, cet arrêté devrait donc autoriser un type de
ce que j'ose appeler chasse, de régulation, en tout cas, du grand gibier, ça concernerait sanglier et cervidés, c'est cela? Voilà. Mais en maintenant les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique et les jours de chasse prévus en battu dans le département. Donc, on est effectivement, euh, si on se met du point de vue des grands publics, parce que je suis harcelé par une meute de journalistes depuis 2 jours, pour eux, c'est la chasse qui est ouverte. Et les associations environnementalistes montent au créneau contre ce qu'ils appellent une ouverture de la chasse, un passe-droit, bref, tout ce qu'on veut, un traitement de faveur, j'en passe et des meilleurs. Alors qu'en fait, il s'agit, dans les faits, non pas de pratique de chasse, puisque, en général, puisque la chasse du petit gibier et la chasse du chien d'arrêt n'est pas concernée par cet arrêté, on peut effectivement concevoir qu'il s'agit d'une régulation. D'un autre côté, je suis également maire et président de communauté de communes et j'ai à gérer la crise au niveau des activités économiques, du ressenti social de la population. Et entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, en l'occurrence, j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un verre à moitié plein, parce que c'est pas quelque chose, je dirais, qui est accepté avec enthousiasme par l'ensemble de la population, qui ne fait pas la différence justement en ce qui est acte de chasse, qui est avant tout le travail des chiens, la convivialité, le rapport avec la nature, le respect de l'animal et un certain nombre d'autres principes d'éthique auxquels je tiens beaucoup. Alors que là, on se concentre sur 3 espèces euh, à l'argument tout à fait justifié, hein, par ailleurs, que ces espèces sont susceptibles de commettre des dégâts et qu'un mois sans les chasser, nous sommes dans le Jura, pour peu qu'on ait, même s'il y a un réchauffement climatique, qu'on ait derrière un mois de décembre et un mois de janvier particulièrement enneigé, comme on en a déjà eu par le passé, ça pouvait être la saison de chasse plus que largement compromise. Donc, moi, j'accepte sans rechigner le tir du sanglier, du cerf et du chevreuil. J'aurais bien sûr préféré, et je l'ai demandé, que nos amis bécassiers puissent profiter du mois de novembre, qui a chez nous la particularité d'être à la fois le grand mois du grand gibier et le grand mois de la bécasse. Mais non. Donc, Donc voilà. nous résumons bien, régulation des espèces pouvant occasionner des dégâts à l'agriculture et à la forêt, mais la chasse loisir, celle que l'on aime réellement, elle ne se pratiquera pas dans le Jura pendant la période du confinement qui arrive. Oui, mais dans le Jura et dans les 90 Jura, départements français. Hein. et dans les 90 départements, je crois que c'est assez clair, malgré un vent de fronde dans certaines fédérations. Oui, et je dis également que on aurait peut-être, je sais que Willy a insisté, mais en tant que maire, je reçois aujourd'hui une circulaire sur le risque aviaire avec la nouvelle HN, je ne sais plus combien, H5N8, je crois. Je n'en qui suis pas sûr. sévit déjà en Allemagne. Comme ma commune se trouve sur un couloir migratoire, donc il faut bien vérifier que les poulaillers soient bien protégés par un filet de tout animal, etc., ça ne m'aurait pas semblé déraisonnable, par exemple, de continuer à autoriser cette chasse individuelle, en particulier au gibier d'eau, pour jouer ce rôle de sentinelle de nature que nous avons déjà tenu par le passé et qui avait en son temps été reconnu par les autorités dans mon département. Bon, ça n'a pas été possible.
Mais voilà, je crois que c'est toute l'ambiguïté de la situation où on se trouve aujourd'hui, où on sait qu'il faut prendre des mesures sanitaires très strictes si on veut réduire la propagation du virus. On demande en même temps de maintenir les activités économiques pour éviter qu'on ait un plongeon catastrophique en termes de chômage et de revendications sociales. Euh, D'un autre côté, ce qui me satisfait, c'est que on considère donc la chasse comme une activité économique de premier plan, puisque on autorise qu'elle puisse continuer de s'exercer, même si c'est sur 3 espèces. Et Très ça, bien. je crois que c'est peut-être une chose qu'on n'a pas assez vue. Et l'activité économique, elle se justifie d'un côté, parce que s'il y a des dégâts, il y a des sommes d'argent qui sont en jeu, on est bien dans l'économie agricole. Et on reconnaît aux chasseurs un statut de mission d'intérêt général donné par l'administration. Donc je crois que ça n'est pas non plus quelque chose qu'il faut négliger dans la campagne anti-chasse que nous vivons depuis quelques mois dans Oui, notre pays. donc c'est ce qui fait dire que pour vous, à la fois président de fédération départementale et président des ACCA et AICA de France, que le verre est plutôt à moitié plein. Euh, Alors, je, je parle surtout en tant que président du Jura. Si oui, on rentre dans le détail des ACCA, ça va être forcément plus compliqué. tout à fait. Et j'aimerais maintenant, après avoir évoqué la situation dans le Jura, que l'on aborde un autre sujet, et là que vous changiez de casquette et que vous preniez celle de président des ACCA et Oui. AICA de France. Et quelles sont les conséquences pour ces associations de chasse? Quelles pourraient être les conséquences de ce confinement en pleine saison? Euh, J'y vois beaucoup d'inconvénients. Le premier de ces inconvénients, c'est que beaucoup d'ACCA n'ont pas encore tenu leur assemblée générale statutaire pour entériner les nouveaux statuts issus de la loi de juillet 2019 et les nouveaux règlements intérieurs, et que certains pensaient le faire maintenant, ils ne peuvent pas le faire, puisque réglementation oblige, on ne peut pas se réunir dans les établissements recevant du public actuellement. Donc ça va poser un problème, je dirais, juridique de gestion de ces ACCA, même si elles ont jusqu'au 31 décembre, puisqu'on avait dit que les nouveaux statuts étaient adoptés en 2020. Donc on peut penser que le créneau des fêtes de Noël sera un créneau qui pourrait être utilisé pour cela, pour se mettre en règle. Ça, c'est d'un point de vue purement formel de droit sur la gestion des ACCA. Ce qui me semble plus, je dirais, malencontreux pour les ACCA, c'est qu'une ACCA a, par essence, la nécessité de permettre à ses membres de pouvoir pratiquer tous les types de chasse, à l'approche, à l'affût, individuelle, collective, en battue, etc. Or, avec cet arrêté, il y a automatiquement une partie des chasseurs des ACCA qui ne chassent pas tous le grand gibier. C'est très clair. Même dans mon département, il y a des chasseurs en ACCA qui ne chassent pas, qui n'ont jamais battu. Il y a des départements en France où la chasse du petit gibier tient une place beaucoup plus importante, je pense au sud de la Loire en particulier, que la chasse du grand gibier. Et ces chasseurs d'ACCA peuvent se sentir lésés de par le fait qu'ils participent par leur cotisation à la CCA, à la vie de cette ACCA, donc au paiement de tous les frais dus par la CCA, sans pouvoir en retour profiter de ce qui constitue pour certains l'essentiel de leur chasse. Donc il y a une inéquité là, qui apparaît et qui peut être de nature à déstabiliser certaines ACCA où des chasseurs pourront
dire, même si la légitimité des propos pourrait être discutable. Je paye comme celui qui va chasser le grand gibier, mais moi je n'y vais pas. Et non seulement je paye, mais je ne peux pas chasser le petit gibier. Ça n'est pas normal. Oui, en Et ça, effet, et ça, j'entends parfaitement ce type de remarque. c'est quelque chose qu'on voit énormément remonter sur les différents réseaux sociaux, que l'on entend beaucoup. Euh, Ça pourrait conduire à une fracture entre, paraît-il, deux mondes de la chasse, le chasseur de grand gibier, le chasseur de petit Alors, gibier. Alors, est-ce qu'il y a vraiment deux types très distincts et très divisés? Je suis, moi, chasseur, point, je chasse à la fois le bon, grand et le petit gibier, mais il y a des gens, en effet, qui ne chassent que, par exemple, la bécasse, qui sont des alors, bécassiers forcenés et passionnés, et tout à ceux-là, fait. en effet, peuvent se sentir peut-être un peu Sont, lésés avec cette ils, situation-là. ils sont parfaitement lésés. C'est toute la différence entre la CCA et un certain nombre de chasses privées ou banales, en ce sens que quand on prend une participation dans une chasse au bois, on sait qu'on y va pour chasser le grand gibier. Quand on prend une participation sur un étang, on sait qu'on y va pour chasser le gibier d'eau. Quand on prend une participation dans une société de plaine, c'est pour chasser le petit gibier. Donc, le problème, je dirais, par rapport à la chasse banale, il est différent. Dans une ACCA, par nature, on chasse tout. Donc, là, ils peuvent se sentir justement lésés. De là à ce que je dise, ça conduit à des scissions, je ne le pense pas. Ça peut créer forcément des tensions à l'interne des ACCA. Je pense d'ailleurs que les ACCA ont les moyens, de par l'adaptation de leur règlement intérieur, pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes, hein, puisque les cotisations peuvent être modulées à l'intérieur d'une ACCA, les statuts comme les règlements intérieurs le permettent. Donc, c'est possible. Mais connaissant depuis suffisamment longtemps le monde de la chasse, je suis obligé de constater malgré tout que la sagesse n'est pas forcément la vertu première du chasseur, même en ACCA, où il se laisse souvent davantage entraîner par la passion que par tout le reste. Et il est vrai que ça peut créer des situations de conflit dans certaines ACCA. J'en suis parfaitement conscient. Même au niveau des fédérations, moi j'ai des chasseurs qui ont demandé, même si c'est impossible, le remboursement de leurs redevances parce qu'ils estiment qu'ayant été privés pendant un mois de chasse, il est anormal qu'on ne leur redonne pas une partie de ce qu'ils ont payé. Donc, si on le fait au niveau d'une fédération, à plus forte raison, au niveau d'une ACCA, où en plus des problèmes de chasse se gèrent également tous les problèmes de relations humaines qu'il peut y avoir au sein d'un groupe correspondant à l'échelle d'une commune, les tensions seront inévitables. Je, je pensais à quelque chose, monsieur Legalis, aussi, pendant que je vous écoutais, c'est le lièvre. Le lièvre, la période du lièvre, dans la majorité des départements français, est assez courte. Très souvent, cela se termine début décembre, fin novembre, même dans certains départements et certains GIC. Est-ce qu'il vous paraît envisageable que cette période de fermeture du lièvre soit prorogée, en quelque sorte, au prorata des 4, 5, voire 6 semaines de confinement que nous allons subir en ce moment? Alors, je crois qu'il faut bien prendre en compte deux aspects. Le premier, c'est l'aspect, je dirais, purement réglementaire, c'est-à-dire les dates fixées par les arrêtés préfectoraux d'ouverture et de fermeture. Et le deuxième, c'est l'aspect purement statutaire. Qu'est-ce que les sociétés ont décidé en fermeture de lièvre? Si vous le permettez, je vais reprendre l'exemple du département du Jura. Moi, j'ai toujours été partisan dans mon département, et depuis que je suis président, c'est ce que je me suis attaché à mettre en place, et j'y arrive maintenant à peu près comme il faut, en disant l'essentiel, c'est d'avoir les périodes de chasse fixées par l'administration qui soient le plus larges possible. Après, chacun, dans son secteur géographique, adapte la fourchette administrative à ses besoins. Je suis dans un département où on a une région de plaine, une région de montagne. Il est bien évident
que suivant ces secteurs, la chasse du lièvre, puisqu'il est question du lièvre, elle est très différente. Dans le Haut-Jura, où la neige tombe parfois dès le mois d'octobre, ils chassent le lièvre dès l'ouverture. Dans la plaine, où la neige est plus rare et ne reste pas très longtemps, ils chassent le lièvre un peu plus tardivement. Je prends l'exemple d'une ACCA où je chasse. Le lièvre devait fermer cette année le 20 novembre. Bon, évidemment, je n'y suis pas encore allé, je pensais y aller au mois de novembre. Mais comme l'arrêté préfectoral de mon département ferme le lièvre le 31 décembre, moi je proposerai à tous mes présidents d'ACCA du département du Jura qui avaient prévu la fermeture du lièvre au mois de novembre et qui n'ont pas pu y aller au mois de novembre, de pouvoir, sur simple modification de leur règlement intérieur, mais sur simple déclaration qu'ils me feront, euh, prolonger d'autant la chasse du point de vue statutaire. Je précise bien, hein, je ne parle pas de modification de l'arrêté préfectoral, parce qu'après, on va tomber sur des aspects liés à la biologie du lièvre, dont on sait que dès début janvier, il y a des accouplements et que les premières mises bas ont lieu en février. Donc, pour moi, il n'est pas question de chasser le lièvre en janvier, mais il est question d'aménager pour les chasseurs de lièvre qui se seraient fait prendre en trop bon gestionnaire, en ayant reculé la date d'ouverture et en ayant mis une fermeture avant la fermeture officielle de l'arrêté préfectoral, de pouvoir leur donner cette possibilité de le chasser dans le cadre de la loi. Très bien. Donc, le président de fédération départementale que vous êtes envisage tout à fait des mesures, je dirais, d'adaptation dans la limite des arrêtés préfectoraux, bien Tout à entendu, fait. pour que les chasseurs de petit gibier ne soient pas trop pénalisés par la situation actuelle. Parfaitement. Je pensais aussi à comment dire, au gibier d'eau. Vous l'avez évoqué vous-même, le chasseur est aussi un peu une sentinelle sanitaire, à ce rôle de veille sanitaire. Or, nous savons que le virus de la grippe aviaire est en train d'arriver par le nord de l'Europe, arriver des Pays-Bas, je crois. Alors évidemment, les chasseurs du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne sont plus concernés, ceux de la Gironde aussi, parce que ce sont des couloirs migratoires. Mais il y a aussi des couloirs migratoires du côté de l'Est de la France et au-dessus du Jura. Je suis dans un couloir migratoire, Voilà, vous en avez un beau, je crois. la Euh, vallée du Doubs. Est-ce que l'argument veille sanitaire n'a pas été audible par le préfet? Euh, il eût été beaucoup plus audible si la grippe aviaire s'était manifestée plus tôt, parce qu'on aurait pu l'utiliser. Et là, les circulaires d'alerte aux maires, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai eu le projet de circulaire, il n'est pas encore paru officiellement. Donc, il y a eu ce décalage qui nous a empêchés d'utiliser cet argumentaire. Mais il est vrai que si la grippe aviaire venait à arriver de plein fouet, euh, on pourrait l'utiliser, peut-être pas, parce que on a vu fermer la chasse, hein, parce qu'il y avait la grippe aviaire, en particulier tous les appelants doivent être enlevés. Euh, mais il est vrai que moi, dans tous les cas, même si le chasseur ne chasse pas et qu'on a une crise aiguë de grippe aviaire qui nous tombe dessus, je demanderais quand même aux chasseurs d'aller dans le cadre de leur heure de bol d'air qu'ils sont autorisés à prendre dans la limite d'1 kilomètre autour de leur domicile, d'aller sur le terrain le voir. Et si jamais la grippe devenait très très présente, je demanderais au préfet une dérogation pour que les chasseurs de gibier d'eau, alors pourraient-ils chasser ou pas, ça sera un point à voir à ce moment-là, mais pour que les chasseurs puissent jouer ce rôle avéré de sentinelle de la nature dans les communes qui sont concernées par les couloirs migratoires. Je pense que ce serait un élément favorable, je dirais, à la reconnaissance de ces missions d'intérêt général qui sont peut-être aujourd'hui une des rares portes
de sortie qu'on puisse mettre en avant pour défendre l'action chasse par rapport à tout ce qui nous sont proposés. Oui, il n'est pas question non plus, à mon avis, de montrer au reste de la population, confinée parfois dans des conditions C'est bien là qu'est le désagréables, dans un problème. cuisine, il n'est pas question de dire que les chasseurs, eux, s'affranchissent de toutes les règles. Il faudrait même être en mesure de donner l'exemple, avec les limites que nous imposent les missions d'intérêt général, comme la régulation et éventuellement la veille sanitaire. Monsieur Lagalis, je voulais vous remercier vraiment d'avoir pris du temps pour venir répondre à nos questions. Y aurait-il un mot, quelque chose que vous aimeriez rajouter à l'égard des chasseurs des ACCA de France ou des chasseurs du Jura? Moi, la seule chose que je peux dire et que je dis, je termine toujours mes lettres de la même façon maintenant. Protégez-vous, protégeons-nous. Donc, je le dirai à tous les chasseurs. J'ajouterai, bon, patience. Hein, la chasse, c'est avant tout le rythme des saisons. Et la nature est un phénomène de compensation. La pluie qui n'est pas tombée pendant la sécheresse, elle est tombée en automne. Le gibier qu'on ne peut pas chasser en ce moment, on le retrouvera sans doute à un moment ou à un autre. Très bien. Prenons patience et surtout, ne faisons pas que dans cette période de confinement, où nous avons pu bénéficier d'une dérogation qui fait beaucoup parler, conduisons-nous bien dans l'exercice de cette dérogation, parce que là, on aurait la double peine. Si à la fois on bénéficiait aux yeux de la société d'une dérogation et qu'on en profite pour faire le con. Ça, je ne crois pas que ce soit nécessaire aujourd'hui. Alors, je crois que nous allons en rester sur ces paroles pleines de sagesse et de bon sens politique aussi. Monsieur le Président, de double présidence d'ailleurs, un grand merci à vous. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Lagalis. Au revoir.